Donc effectivement, afin d'entrer dans le sujet du jour, nous allons définir précisément ce qu'est le Méopa, pourquoi et comment il est administré et pourquoi il soulève des questions de santé au travail. Donc le Méopa est un médicament sous forme de gaz. Son principe actif est le protoxyde d'azote de formule chimique N2O qui est mélangé à parts égales avec de l'oxygène, d'où son nom de mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote. Il est utilisé dans le traitement de la douleur, donc douleur de courte durée et d'intensité légère à modérée. L'effet recherché sur le patient est une sédation qui préserve l'état de conscience du patient et cette sédation dite consciente permet aux soignants de garder le contact avec le patient pendant toute la durée du soin. Donc la sédation s'installe au bout de quelques minutes et est rapidement réversible à l'arrêt de l'administration. Donc le Méopa se présente donc sous la forme d'un gaz. Il est commercialisé dans des bouteilles de 2 à 20 litres et il est administré grâce à un masque ou un embout buccal. L'auto-administration est conseillée. Cela signifie que c'est le patient qui va tenir son masque et en cas de difficulté à l'auto-administration, le soignant va pouvoir aider le patient à tenir son masque. Donc, de par sa grande facilité d'administration, son efficacité, sa rapidité d'action et sa rapide aussi réversibilité, c'est un médicament dont l'utilisation s'est vraiment accrue très régulièrement depuis sa mise sur le marché en 2001. Donc, c'est un gaz qui est utilisé pour la sédation, mais à la différence des gaz d'anesthésie, c'est un gaz qui est utilisé quasiment exclusivement en dehors du bloc opératoire. Donc, quand on parle de Méopa, c'est souvent les soins aux enfants, les soins de pédiatrie qui viennent à l'esprit. Et effectivement, c'est un gaz qui est très utilisé en pédiatrie et pour les urgences pédiatriques, mais il est retrouvé aussi dans beaucoup d'autres services en milieu hospitalier. Donc son utilisation majoritaire a lieu vraiment en milieu hospitalier. On le retrouve dans les urgences générales. Il peut être utilisé en soins dentaires, dans les services de soins aux grands brûlés, en obstétrique, en gériatrie, en radiologie, etc., dans de très très nombreux services de l'hôpital. En 2009, l'utilisation du Méopa a été autorisée hors de l'hôpital. On parle de sortie de réserve hospitalière. Donc depuis 2009, il est utilisé aussi, mais de façon bien moindre, en pratique libérale. Il peut être par exemple administré en cabinet dentaire, par les services de premier secours et parfois dans le cadre de soins à domicile. Donc voici un médicament qui rend vraiment un grand service aux patients et pourtant son utilisation soulève des questions de santé au travail. Donc concrètement, comme pour beaucoup de médicaments, le principe actif qui est bénéfique aux patients, de par son activité sur l'organisme, finalement a des propriétés dangereuses pour le soignant. Dans le cas du Méopa, le principe actif, c'est le protoxyde d'azote. Et ce protoxyde d'azote présente des dangers pour le soignant. Donc, quels sont ces dangers? Comment sont-ils qualifiés? Donc, la réglementation sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des produits chimiques a été développée dans l'objectif de protéger la santé humaine et la santé environnementale. C'est le règlement européen, donc en Europe, dit CLP, qui définit les critères de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et des mélanges. Tout récemment, le protoxyde d'azote, principe actif du Méopa, a été évalué selon les critères du règlement CLP. Et donc cette année, en 2025,
une classification européenne harmonisée a été adoptée pour le protoxyde d'azote. Donc le protoxyde d'azote est classé toxique pour la reproduction de catégorie 1B, toxique spécifique pour certains organes cibles, exposition unique de catégorie 3, toxique spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée de catégorie 1, et dangereux pour la couche d'ozone de catégorie 1. Alors, formulé de façon plus simple, cette classification est en fait une reconnaissance officielle du potentiel de nuisance du protoxyde d'azote pour l'enfant à naître, pour la capacité à procréer, aussi donc, des effets narcotiques du protoxyde d'azote, de sa toxicité chronique pour le système nerveux et de sa dangerosité pour la couche d'ozone. Donc, bien sûr, les médicaments sont hors du champ d'application du règlement CLP. Donc, nous n'allons pas voir de bouteilles de Méopa avec des pictogrammes de danger, une mention d'avertissement, des mentions de danger. Ça, non. Pour autant, de par la présence donc, du principe actif du protoxyde d'azote dans le médicament Méopa, le Méopa est un produit chimique dangereux. Donc, nous avons parlé des dangers du principe actif Méopa. Maintenant, le deuxième point qui est très important pour qualifier le risque professionnel, c'est l'exposition. C'est en effet de la combinaison du danger et de l'exposition que résulte le risque professionnel. Le Méopa se présente sous la forme d'un gaz, donc par définition, un gaz n'a pas de forme définie. Dès qu'il sort de la bouteille, il va diffuser dans tout l'espace. Donc nous comprenons bien que potentiellement, de par sa forme gazeuse, le Méopa peut engendrer une exposition de toute personne dans le local au protoxyde d'azote. Et plus la personne va être proche de la source d'émission, donc plus l'exposition va être importante. Donc, où se trouvent ces émissions? Donc, ces émissions peuvent provenir de fuites au masque lorsqu'il n'est pas appliqué de façon étanche sur le visage, ou aussi de fuites dans le circuit d'administration. Les émissions peuvent venir aussi directement du masque, lorsque celui-ci est retiré du visage du patient et que la bouteille continue de débiter le gaz. Et également, les émissions peuvent provenir des expirations du patient pendant et après le soin, car il est important de retenir que le protoxyde d'azote est très peu métabolisé. Donc, il est rejeté intégralement par l'expiration. Donc, nous comprenons bien que dans les circonstances les plus défavorables, au final, tout ce qui sort de la bouteille de Méopa peut se retrouver dans le local de soins et exposer les soignants. Donc, nous avons vu que récemment, le protoxyde d'azote a été classé. Néanmoins, les dangers du protoxyde d'azote sont connus de longue date, puisque c'est un gaz qui est utilisé depuis très très longtemps en anesthésie. Et d'ailleurs, donc, les autorités sanitaires se sont penchées très tôt, ont très tôt souhaité prendre en compte justement le risque professionnel. Et dès 1985, une circulaire relative à la distribution des gaz à usage médical a répertorié des bonnes pratiques pour protéger les soignants et a défini une valeur plafond pour la concentration de protoxyde d'azote dans les blocs opératoires, une concentration plafond donc à ne jamais dépasser de 25 ppm, 25 parties par million. Plus récemment, lors de la sortie de réserve hospitalière du Méopa, cette sortie de réserve hospitalière s'est accompagnée d'un plan de gestion des risques qui, bien sûr, prévoyait des mesures de sécurité pour le patient, mais aussi des mesures de prévention des risques professionnels. Donc, on connaît bien les dangers. On s'est intéressé aux risques professionnels dont on se doutait, dont les autorités sanitaires se doutaient, mais il est important de savoir que finalement, avant 2010, peu de données d'exposition professionnelle
au protoxyde d'azote lors de l'utilisation de Méopa était disponible. Donc, le Méopa est un gaz. La principale voie d'exposition, c'est l'inhalation. Donc, de façon évidente, le suivi de la concentration du protoxyde d'azote dans l'air va donner une bonne idée de l'exposition du soignant. Néanmoins, il est important de savoir que la mesure du protoxyde d'azote dans l'air, justement, et en particulier la réalisation de prélèvements individuels de protoxyde d'azote au plus près des voies respiratoires des professionnels, a longtemps été une gageure du point de vue technologique. Et nous nous sommes longtemps posé des questions sur la fiabilité des méthodes de mesure. Donc, c'est aussi pourquoi, au sein de l'INRS, la mesure du protoxyde d'azote dans l'air a été étudiée très tôt. Donc, ça a été un sujet à partir de 1997. Et c'est en 2010 que la première méthode INRS de prélèvement et de mesure du protoxyde d'azote dans l'air a été publiée. À partir du moment où nous avons eu à disposition cette méthode, l'INRS et les services prévention des CARSAT et de la CRAMIF ont pu mener des campagnes de prélèvement. Donc, tout d'abord, ces campagnes ont été menées en service d'anesthésie et de réanimation, où donc le protoxyde d'azote est utilisé, et ont révélé dans ces services-là des taux de protoxyde d'azote élevés. Puis, ces campagnes sont déplacées dans les autres services où était utilisé le Méopa, et également lors des soins sous Méopa, des niveaux très élevés de protoxyde d'azote ont été relevés. En 2014, l'INRS a été sollicité par l'ANSM qui souhaitait obtenir une synthèse des mesures d'exposition professionnelle, peut-être aussi un complément de données sur l'exposition professionnelle des soignants, et également développer des préconisations pour la protection des professionnels. Donc l'INRS a retravaillé sur sa méthode de prélèvement et de mesure et a simplifié son dispositif de prélèvement. À partir de là, de nouvelles campagnes ont été menées et qui ont confirmé donc, les premières campagnes, à savoir toujours des niveaux d'exposition très élevés au protoxyde d'azote lors de l'administration de Méopa. Donc ces niveaux alarmants ont motivé la création d'un groupe de travail dédié au Méopa, donc pour développer des mesures de prévention pour les professionnels qui administrent ce gaz. Une des premières actions du groupe de travail a été donc la mise en commun des données régionales. En fait, l'image qui est reflétée, donc plusieurs campagnes ont été mises en commun, 12 campagnes dans 6 centres hospitaliers pendant 4 ans. Et l'image qui est ressortie, quel que soit le centre hospitalier concerné, quel que soit le service concerné, c'est toujours des très fortes concentrations de protoxyde d'azote. Et quand on dit très forte, c'est vraiment extrêmement forte puisque cette valeur plafond qui avait été définie en 1985 de 25 ppm était dépassée de plus de 100 fois. Donc c'est énorme. Aussi, de nombreux pics d'exposition à chaque fois étaient relevés et de fortes expositions répétées sur la journée pour certains soignants. Donc une image très préoccupante sur le terrain. Bien sûr, immédiatement, les membres du groupe de travail se sont mis à la recherche de mesures, d'équipements, de moyens pour réduire ces expositions. Ils ont trouvé des équipements, des solutions techniques qui étaient commercialisées en Europe, mais relativement peu connues, voire totalement inconnues en France. Par contre, peu de données existaient sur l'efficacité de ces solutions. En parallèle, lors des campagnes, les membres du groupe de travail ont observé des pratiques très très variées d'un centre hospitalier à un autre, et même parfois au sein du même centre hospitalier entre différents services, et s'interroger sur l'impact de ces différentes pratiques sur l'exposition. Au final, afin de développer les préconisations du groupe de travail, il s'est avéré nécessaire d'étudier de façon plus approfondie donc, ces situations d'exposition et aussi les solutions proposées.
Donc, une étude transversale longue a été ouverte à l'INRS, donc qui s'intéressait à la réduction de l'exposition au protoxyde d'azote lors des soins sous Méopa. Les objectifs principaux de cette étude étaient donc d'approfondir les connaissances sur les expositions professionnelles, de définir les déterminants de cette exposition et bien sûr d'évaluer l'efficacité des solutions qui étaient proposées. Cette étude a été menée avec le soutien des CARSAT, des services de prévention des CARSAT et de la CRAMIF, et également la coopération de nombreux centres hospitaliers que nous remercions ici. Cette étude s'est clôturée tout récemment et donc aujourd'hui, nous allons vous présenter ses principaux résultats qui nous permettent dès à présent de formuler des préconisations pour la protection du personnel soignant.